avec la dernière discussion consacrée à l'évaluation et l'adéquation des moyens de services départementaux d'incendie et de secours à leur mission et aux défis à venir, présentée par Florian Chauche, rapporteur spécial. La parole est à vous, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Pour débuter, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont accordé de leur temps lors des auditions et visites que j'ai menées dans le cadre de ce rapport d'évaluation. Pour mener ce travail, j'ai pu m'appuyer sur le rapport de l'Inspection générale de l'administration d'octobre 2022 et l'audition de ses auteurs. Ce document présente l'avantage d'analyser sur un temps long l'évolution des dépenses des SDIS, de leurs interventions ainsi que leur mode de financement. J'ai bien évidemment rencontré les organisations syndicales des SDIS, dont je tiens à saluer l'engagement et que je remercie pour la qualité des échanges ainsi que leur franc-parler. Je remercie les préfets du Var et des Vosges qui ont partagé avec moi leur expérience en matière de gestion de crise. La comparaison entre deux départements inégalement confrontés à des incendies était intéressante. Puisqu'il était question du financement des SDIS et de son adéquation au changement climatique, j'ai auditionné des chercheurs de l'Institut de l'économie pour le climat. Premier financeur des SDIS, il était impensable pour moi d'écouter les propositions de l'Assemblée des départements de France. Il était indispensable, des départements de France et l'Association des maires de France. Je tiens à remercier aussi la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, ainsi que les personnels et les représentants syndicaux de la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes, que j'ai eu la chance de visiter et qui a été particulièrement instructive. Je souhaite aussi avoir un mot pour les personnels de l'ENSOPS et de l'Entente Valable que j'ai visité et où j'ai pu mesurer le professionnalisme et le degré de compétence de nos forces de sécurité civile. La France dispose d'un pôle d'excellence que beaucoup de pays nous envient en matière de formation et de préparation aux incendies et à la gestion de crise. Je clôt donc ces remerciements et j'aimerais maintenant vous dire pourquoi j'ai retenu ce thème spécifique. J'ai été frappé lors de l'examen de projet de loi de finances de voir à quel point la sécurité civile était un sujet transpartisan. Tous les groupes politiques avaient ainsi déposé des amendements au PLF sur l'exonération de malus écologique et le tarif réduit de TICPE. De nombreux groupes avaient également déposé des amendements pour faire évoluer la fraction de taxes spéciales sur les conventions d'assurance dédiées au financement des SDIS. Nous sommes nombreux sur ces bancs à vouloir agir pour offrir à nos SDIS des moyens supplémentaires et je regrette que le gouvernement ait usé à répétition du 49.3 pour l'examen du projet de loi de finances. Je crois sincèrement qu'un débat et des accords étaient possibles et qu'ils le sont toujours. Nous l'avons d'ailleurs observé la semaine dernière lors de l'examen de la proposition de loi de lutte contre le risque incendie, où nous avons voté à la quasi-unanimité pour l'exonération de malus écologique pour nos SDIS et un tarif réduit de TICPE, ainsi que pour rejeter les amendements de suppression du gouvernement sur ces sujets. Puisque nous n'avons pas pu débattre dans le cadre du PLF du financement de nos SDIS, je vous propose donc de le faire ici. Nous avons aujourd'hui un modèle qui fait face à deux problèmes majeurs. D'une part, une sursollicitation de nos sapeurs-pompiers dans le domaine sanitaire et d'autre part, le défi climatique qui va induire une forte augmentation des crises et de leur intensité pour lequel nous sommes insuffisamment préparés. Entre 2002 et 2021, le nombre total d'interventions réalisées par nos sapeurs-pompiers est passé de 3,6 millions à 4,7 millions. Parmi les différentes interventions réalisées par nos sapeurs-pompiers, seules les interventions de secours aux personnes ont augmenté et représentent aujourd'hui plus de 80% d'interventions. Ceci n'est pas sans conséquence, puisque les SDIS ont logiquement priorisé des investissements vers les véhicules de secours et d'assistance aux victimes, au détriment des véhicules d'intervention et de lutte contre les incendies comme les CCF. Surtout, près de 20% des interventions de nos SDIS ne relèvent pas aujourd'hui de leur mission. On parle ici des fameuses carences ambulancières ou des activités dites d'aide à la personne. Cela pose plusieurs problèmes. Financiers, tout d'abord, puisque l'indemnisation des carences ambulancières ne couvre pas le coût réel de l'intervention et que le nombre de carences indemnisées est encore trop faible. Opérationnel, ensuite, je suis certain que vous avez déjà été alertés par des pompiers de votre SDIS qui vous rapportent avoir attendu plusieurs heures une prise en charge dans un hôpital. Ceci n'est pas acceptable. Cela conduit enfin à la perte de sens pour de nombreux sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, difficultés dans le recrutement et démission de professionnels qui ne se retrouvent plus dans leur métier, ce qui est inédit. On constate également des durées d'engagement plus courtes au niveau des volontaires et une moindre attractivité. Soit dit en passant, les exonérations de cotisations patronales n'y changeront rien. Si vous souhaitez recruter, comme vous l'avez déclaré, Monsieur le Ministre, 25 000 sapeurs-pompiers supplémentaires, il va falloir prendre des mesures pour les recentrer sur leur cœur de mission et ainsi redonner du sens à leur engagement.
Il convient donc d'agir en la matière. La loi Matras a permis des avancées, mais vous devez, Monsieur le ministre, poursuivre le travail avec le ministère de la Santé sur cette problématique. Pour ce qui est du changement climatique et ses conséquences, pour nos forces de sécurité civile, je ne vais pas revenir ici dans le détail. Je crois que les événements récents en sont une bonne illustration. On voit bien à quel point le risque s'est étendu géographiquement et s'est intensifié. Les épisodes de grêle l'été dernier et d'inondations en ce moment dans l'Allier témoignent également de l'accroissement des événements climatiques extrêmes auxquels nous devons nous préparer. Or, force est de constater que nous ne sommes pas prêts à faire face aux conséquences du changement climatique. J'évoquais tout à l'heure les camions-citernes feux de forêt, outils de base dans la lutte contre les incendies. Leur nombre a diminué de 5 117 en 2002 à 3 143 en 2020. On a donc moins de matériel et en moins bon état puisque le taux de vétusté du matériel mobile d'incendie est passé de 51% en 2011 à 61% en 2021. Cette mise en place des pactes capacitaires est bienvenue et je la salue, mais ne permettra pas de rattraper le retard accumulé. Le coût de ces engins a par ailleurs explosé et il faut aujourd'hui compter 2 ans entre la commande et la livraison. Nos SDIS vont devoir procéder à des efforts d'investissement énormes et l'effort ne sera pas réparti équitablement, car 40% du parc national des véhicules CCF est regroupé dans seulement 16 départements. Si les départements du pourtour méditerranéen, historiquement confrontés au risque incendie, sont relativement bien armés et préparés, d'autres territoires ont tout à faire, acheter du matériel, former leurs sapeurs-pompiers, sensibiliser la population. Je m'autorise ici une petite discrétion sur les moyens aériens de l'État et je ne peux que regretter que les recommandations de la mission interministérielle de 2010 n'aient pas été suivies. Nous aurions dû et pu adapter le dimensionnement de notre flotte aérienne à l'extension du risque incendie. Au lieu de cela, on a attendu au maximum avant de remplacer les trackers et on se retrouve pour l'été de 2023 avec une flotte aérienne en moyens propres de 12 Canadair, 8 Dash et 3 Beechcraft, une flotte qui est quantitativement identique à ce qu'on avait dans les années 90. Alors même que le risque a augmenté, la durée des feux s'est allongée et que le territoire à défendre s'est étendu, nous voilà donc contraints de procéder à des locations bienvenues mais onéreuses et que nous aurions pu éviter en anticipant. Vous l'aurez compris, je crois profondément, et c'est le fruit de mes échanges avec les acteurs de la sécurité civile, que nous devons augmenter significativement les moyens alloués à nos SDIS. Voici donc mes propositions relatives au financement des SDIS. Pour ce qui est de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, la TSCA, je crois qu'il convient d'en augmenter le taux pour dégager des moyens supplémentaires aux SDIS, afin de ne pas faire peser cette hausse indistinctement sur l'ensemble de nos concitoyens. Je pense qu'il serait judicieux de moduler le taux en fonction du coût d'achat des véhicules. Vous avez évoqué par le passé, Monsieur le ministre, la mise en œuvre d'un mécanisme de péréquation. Ne pourrait-on pas envisager de dédier une partie de l'augmentation de la TSCA à un fonds de solidarité et d'investissement au profit de nos SDIS les moins bien dotés? Surtout, nous avons un problème de lisibilité sur cette ressource. Les SDIS pensent que les départements ne la reversent pas intégralement. Il y a une opacité, une difficulté d'accès à l'information qu'il faut solutionner pour cesser d'alimenter les fantasmes. En matière de contribution des communes qui sont plafonnées à l'évolution de l'inflation, on observe des situations problématiques, comme en Gironde où la population a fortement augmenté, ce qui a conduit à un accroissement des interventions du SDIS à moyens constants. Je sais les difficultés financières auxquelles les communes sont confrontées, et mon propos n'est pas ici de dire que les communes ne contribuent pas assez financièrement. Je pense néanmoins qu'il serait intéressant d'augmenter le taux plafond de la taxe de séjour sur les hébergements luxueux, toujours avec l'idée de faire contribuer ceux qui en ont les moyens et qui par ailleurs participent le plus fortement au changement climatique. Ceci afin de permettre aux communes qui le souhaitent de dégager des moyens supplémentaires pour le financement des SDIS. Enfin, le rapport de l'IGA alertait notamment sur le fait que les ressources de financement actuelles des SDIS soient sans lien direct avec l'activité des sapeurs-pompiers. Les pompiers le réclament depuis longtemps. Je crois qu'il est temps de réfléchir à une contribution directe de la part des compagnies d'assurance. Ces dernières en ont les moyens. Elles réalisent des bénéfices importants qui sont en partie permis par l'action des sapeurs-pompiers et qui protègent les personnes et les biens. Je vous remercie pour votre attention. Merci. À vous, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci pour votre rapport et votre proposition. Je me retrouve dans beaucoup de choses de ce que vous avez dit. Peut-être d'abord une remarque sur votre longue introduction sur les missions, finalement, que font les sapeurs-pompiers, qui n'est pas leur cœur de mission, qui les décourage, qui décourage les SDIS, qui prennent évidemment beaucoup d'argent de leur fonctionnement, alors qu'une meilleure organisation des systèmes de soins et de manière générale des personnes
qui sont âgés, parce qu'il s'agit aussi de beaucoup de personnes âgées que vous évoquez, pourraient être réglés autrement. Moi, je partage évidemment votre constat. C'est le constat que font tous les sapeurs-pompiers et tous les patrons de SDIS de France. Je voudrais quand même constater le léger paradoxe que le département est la collectivité qui gère les SDIS, mais qui gère aussi la politique de l'âge et du handicap. Et que moi, je constate dans mon département du Nord, par exemple, beaucoup de personnes âgées qui appellent les sapeurs-pompiers parce qu'ils sont seuls à domicile, parce que dans l'EHPAD, souvent géré par le département, il n'y a plus le gardien ou il n'y a plus la personne infirmière ou médecin qu'il y avait auparavant. Et donc c'est le pompier, enfin c'est les pompiers qu'on appelle pour ramasser la télécommande, rassurer, ramasser la personne qui est tombée de son lit ou l'amener effectivement pour faire, non pas de la bobologie, mais enfin quasiment parfois, alors que c'était quelque chose qui pourrait s'organiser autrement. Donc il y a aussi, bien sûr, un sujet sur le système de santé incontestablement, je reviendrai, et donc du ministère de la Santé, vous avez bien raison, mais il y a aussi de la part des départements à connecter, me semble-t-il, les deux politiques publiques qu'ils ont à mener, par exemple en imaginant soit de renforcer les moyens dans les EHPAD par la présence humaine ou de la présence médicale, ce qui était le cas précédemment. Encore une fois, quand j'étais maire, je l'ai constaté, cette disparition plus ou moins importante, remplacée désormais par les pompiers. Ou alors, lorsqu'on fait du téléalarme, quand on est une personne âgée et qu'on fait du maintien à domicile, que ce soit un agent du conseil départemental, mais pourquoi pas d'autres opérateurs, j'ai vu que le groupe La Poste le proposait parfois aux élus, qui puissent venir pour vérifier, au moins faire la levée de doute avant d'appeler les sapeurs-pompiers. Ça évite d'engager un véhicule avec 4 sapeurs-pompiers qui vont en effet ramasser la télécommande de la vieille dame. Donc vous avez parfaitement raison sur le constat. Je me permets de remarquer que la même collectivité gère deux politiques publiques qui manifestement parfois sont en opposition. Et je pense que c'est un sujet que devrait régler avec l'État les départements. Le deuxième sujet, c'est le manque d'offres de soins, finalement, le manque de médecins, de praticiens, quels qu'ils soient, et donc que les pompiers viennent compenser. C'est évidemment un problème énorme, celui des déserts médicaux. C'est sûr que les pompiers, aujourd'hui, sont ceux qui compensent un peu la rustine, si je veux dire, du manque de médecins. Ça pose d'autres problèmes, que notamment l'implantation des médecins dans les zones rurales ou dans les zones urbaines très touchées socialement, qui sont aussi des déserts médicaux par certains points de vue. Donc la question de savoir du statut de la médecine libérale, la façon dont on fait notamment, pourquoi pas, des médecines ouvertes de jour, parce que vous savez que les médecins généralistes, pour plein de raisons que je peux tout à fait comprendre, ne font plus les amplitudes horaires qu'ils faisaient auparavant, et donc les pompiers compensent. Alors, c'est notre avancée, vous l'avez dit en saluant la loi Matras, à la fois d'un numéro d'urgence qui doit être régulé avec un seul numéro d'urgence. Donc on a une expérimentation dans une grande région française, plus ce département de Haute-Savoie qui l'a mis en place pour savoir quelle est la régulation du SAMU, quelle est la régulation des pompiers, quelle est d'autres régulations. On fait gagner beaucoup de temps aux sapeurs-pompiers lorsque cette régulation est en amont et pas en opposition, ce qui est souvent le cas malheureusement aujourd'hui entre le 18, le 115 et parfois même le 17. Mais aussi, et je pense que ça c'est important de le souligner, en donnant plus de moyens à toutes les professions paramédicales ou médicales qui ne sont pas des médecins. Les infirmières libérales, les pharmaciens, un certain nombre de professions qui ne sont pas des médecins libéraux mais qui travaillent autour de la médecine pourraient très bien faire le travail qu'aujourd'hui font les sapeurs-pompiers et que finalement entre les sapeurs-pompiers et les médecins il n'y a pas d'intermédiaire alors qu'on sait tous qu'il y a des réseaux d'infirmières libérales, de puéricultrices, de pharmaciens, on l'a vu pour le Covid, capables de faire les gestes médicaux qu'on demande aujourd'hui aux pompiers qui par ailleurs sont très encadrés dans un décret. Alors qu'on sait tous que sur le terrain, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc moi, je partage votre constat qui évoque le fait que les sapeurs-pompiers, en très grande partie, font désormais un métier qui ne correspond pas à celui sur lequel ils sont engagés, des moyens qui, du coup, sont pour le secours à la personne, pour pallier d'autres dispositifs publics, et surtout qui découragent leur vocation, parce que c'est pas ce qu'ils avaient prévu quand ils se sont engagés, évidemment, dans la carrière volontaire ou professionnelle. Donc oui, travaillons avec les départements pour qu'ils soient cohérents dans leur politique du grand âge et du handicap. Oui, pour que le ministère de la Santé fasse ce travail, il est en train de le faire. Et oui, pour que nous organisions mieux, en effet, pour renvoyer les pompiers dans les interventions dignes de leur section. Sur la partie feu de forêt, bon, je ne partage pas tout à fait, même si je peux comprendre le constat, tout à fait d'abord les conséquences de ce qu'on a vu l'été dernier. Moi, je voudrais quand même rappeler que 90% des feux de forêt, c'est d'abord un feu qui a été provoqué par l'homme. Soit parce qu'il l'a fait volontairement, soit parce qu'il l'a fait involontairement. Souvent parce qu'il l'a fait involontairement. Et c'est notre comportement général
qui est concerné. Quand on s'arrête au bord de la route et qu'on fume sa cigarette, quand on n'éteint pas son barbecue, voilà, ça c'est un premier point. Puis il y a beaucoup de pyromanes, vous le savez, par ailleurs. Donc d'abord, c'est pas tout à fait vrai de dire que l'augmentation des feux de forêt, c'est une augmentation qui n'est que due au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il accélère le comportement humain. C'est-à-dire que quand vous avez un taux d'hydrométrie à moins de 10%, c'est sûr que quand vous jetez votre mégot de cigarette, ça prend plus feu que lorsqu'il n'y a pas de sécheresse. C'est tout à fait certain. Mais le comportement humain, dans le cas des feux de forêt, est en très grande partie responsable de ce qui se passe. Et deuxièmement, deuxième chiffre, c'est pas très complexe à retenir, 90% c'est les humains et 90 autres %, c'est les forêts privées. Ce qui s'est passé dans les Landes et en Gironde, vous savez bien, monsieur le député, c'est pas une forêt publique, c'est une forêt qui était privée, qui était mal entretenue et pour laquelle il y avait des gens qui, à l'intérieur de cette forêt, organisaient une forme coutumière de récupération, notamment de sève, mais aussi d'installation de caravanes qui n'auraient pas dû être là parce qu'il n'y a pas eu de gestion et parfois les gens se sont opposés à la gestion de cette forêt. Une forêt, ça se gère, on coupe du bois, on rentre dans cette forêt, les chasseurs le savent, tous les professionnels de la nature le savent, quelles que soient leurs opinions politiques, et 90% des feux de forêt de l'été dernier, c'est des forêts privées, c'est pas des forêts publiques. Donc je pense que oui, bien sûr, on peut rajouter des moyens, il faut le faire. On peut racheter des avions, on va le faire. Et on doit augmenter le pacte capacitaire, sans doute. Faut-il augmenter la TSCA? Oui, au fonds de péréquation. Moi, je pense que vous avez parfaitement raison. C'est une très bonne chose de votre proposition du rapport. Enfin, en amont, avant de dépenser, il y a quand même comment on gère. Et je pense que, alors c'est normal, votre sujet était la sécurité civile, mais il y a avec le ministère de l'écologie, avec les crédits du ministère de l'écologie et les crédits du ministère de l'Intérieur, à travailler sur la prévention humaine, 90% des feux par l'homme, prévention des forêts privées, et avec les obligations qu'on doit imposer aux forêts privées. Regardez comment fait l'ONF aujourd'hui, comment font les communes aujourd'hui, quand elles gèrent le domaine public, elles le gèrent très différemment, malheureusement, de forêts soit coutumières, soit totalement privées, qui font naître malheureusement les difficultés que nous connaissons. Donc moi, je comprends ce que vous dites par ailleurs sur l'encouragement que nous devons mettre en place. Alors, il n'y a pas moins de volontaires en France, comme vous l'avez très bien dit, il y a moins de jours de volontariat en France, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est une crise de vocation? Peut-être. Est-ce que c'est une difficulté entre volontaires et professionnels? Aussi, vous le savez bien. Est-ce que c'est les employeurs qui libèrent pas assez les pompiers? Sans doute, et notamment l'employeur public. Moi, j'ai constaté, pour me rendre sur les feux de forêt à chaque fois, que des gens me disent « mais moi, je suis pompier, je serais venu plus tôt si mon employeur m'avait libéré ». Et quand je leur dis « je vais appeler votre employeur », il me dit « mais c'est le SDIS du département d'à côté ou c'est la commune, machin ». Donc avant même d'ailleurs de dire au privé de le faire, il faut qu'ils le fassent nous-mêmes, employeurs publics, et parfois le propre ministère de l'Intérieur, ne libérons pas assez sans doute nos personnels qui sont sapeurs-pompiers. Donc la première vocation, c'est celle-ci. Deuxième vocation, c'est sans doute un statut du sapeur-pompier qui doit être plus ou moins en lien avec le statut qu'a par exemple l'élu municipal, dont l'employeur n'a pas à disposition de savoir s'il libère ou pas son employé, mais doit le libérer en cas d'obligation. Par exemple, conseil municipal pour un élu municipal, imaginons situation de crise, même s'il y a des choses à redire sur l'employeur, sur le conseil municipal, situation de crise par exemple sur laquelle on devrait appeler les sapeurs-pompiers. Je voudrais quand même terminer, monsieur le député, pour vous dire qu'il y a aussi dans la gestion des SDIS des améliorations. Je prends l'exemple du SDIS de Gironde. Quand nous sommes arrivés en Gironde avec le directeur général de la sécurité civile, après plusieurs jours de feux de forêt, seuls 6% des effectifs du SDIS de Gironde étaient mobilisés. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles ils sont pas, ils étaient eux-mêmes en vacances, il y avait des gens qui étaient sur d'autres interventions, mais enfin 6% c'est très bas. Et il a fallu qu'on appelle d'abord des colonnes de renfort, je me rappelle, qui venaient de Bretagne ou qui venaient du nord de la France pour venir en Gironde, qui perdaient du temps, ça coûte cher à tout le monde, alors que le plus simple était sans doute de mobiliser les pompiers qui sont issus de la Gironde. Alors je sais que le président Laguesse, pour le coup, le sait très bien, on y travaille, c'est complexe, mais il y a dans le mécanisme des SDIS sans doute à améliorer d'abord comment on mobilise nos propres sapeurs-pompiers dans chacun des départements. Ça coûte pas cher, puisque c'est déjà le cas. Et on voit bien que c'est ce qui nous manque. Quand on a moins de 10% d'effectifs d'un SDIS mobilisés quand il y a des feux gigantesques, il y a un truc qui ne va pas dans notre fonctionnement. Je sais que nous y travaillons collectivement avec les départements de France. En tout cas, moi, je vous invite, vu votre rapport et vos propositions, à y travailler avec nous si vous êtes d'accord. Merci, monsieur le ministre. Juste une petite réflexion de ma part. Je suis un petit peu inquiet sur ce que vous avez dit en termes de minorisation des risques, parce que j'ai suivi. Vous dites en gros 90% des feux sont dus à des personnes et puis le reste c'est dû par exemple à la gestion privée des forêts et des problématiques de forêt.
ce qui laisserait supposer que ces critères-là sont plus importants que le critère du réchauffement et de la sécheresse. Sauf que le problème, c'est que ce que provoque la sécheresse et ce que provoque le réchauffement, c'est que maintenant, ces dangers-là s'étendent à beaucoup plus de régions de France, qui autrefois, pour des raisons qui étaient climatiques, n'étaient pas justement susceptibles de s'enflammer, entre guillemets. Et que des régions comme le Maine-et-Loire commencent à connaître des feux importants, dans le centre de la France, des feux importants, qu'on pense même qu'il y ait maintenant des risques en Bretagne et autres, on voit bien que là, on est face à un problème. Alors, vous pourrez me dire, il faut éviter que l'homme mette... Oui, d'accord, mais sauf que ça ne va pas se faire... cette situation-là, elle a existé quand il y avait je ne sais pas combien de départements concernés par des risques de feu parce qu'ils étaient dans des climats méditerranéens et autres. À partir du moment où ça devient sur tout le territoire, on est face à un autre problème. Et c'est ce qui explique aussi en partie que, alors que la France était un pays où chaque été on allait aider des pays européens, cette fois-ci il a fallu demander l'aide de pays européens pour venir nous aider. Donc je crois que malheureusement il faut préparer le fait que ça va se renouveler. On peut, vous avez raison, on peut, et d'ailleurs ça coûte de l'argent aussi, travailler sur la gestion des forêts, on peut travailler sur les gestions de sécurité, etc. Mais n'empêche, on ne fera pas l'économie du fait que, année après année, dans les années à venir, ça va être de plus étendu et qu'on aura un problème, parce que là, vous parlez d'escadrons de colonnes, qui viennent de Bretagne, mais le jour où il n'y aura même plus de colonnes qui pourront venir de Bretagne, parce qu'en Bretagne, il y aura des incendies, et ça, malheureusement, si on pense que ça ne va pas arriver, on se trompe. Donc je me permettais de vous alerter là-dessus. Et je me demandais d'ailleurs si, au niveau interministériel, parce que ce n'est pas seulement votre ministère, je m'étais demandé ça dès la discussion du PLF l'an dernier, s'il y avait eu un travail d'estimation de coût global de ce qu'avait coûté l'été 2022 du fait des conditions climatiques qu'on a connues, j'allais dire de manière transversale. J'en ai parlé tout à l'heure, les tempêtes, les feux, etc. Parce que du coup, ça nous donnerait un peu une idée de ce qu'il va falloir mobiliser pour les années à venir. Monsieur le rapporteur. Pardon, Monsieur le Président, si vous me permettez. Vous ne voulez pas répondre après le rapporteur ? Non, parce que excusez-moi, soit je me suis très mal exprimé, soit vous n'avez pas compris ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est que je ne minore pas le réchauffement climatique. Je dis que c'est un accélérateur. Je l'ai dit moi-même dans mon introduction, donc le présenter comme vous l'avez fait n'était pas conforme, me semble-t-il, au propos que j'évoquais. J'ai dit que 90% des feux, ça c'est un fait, et chacun est responsable de la situation des feux, chacun est citoyen. 90% des feux sont d'origine humaine. Ce qui est vrai, c'est qu'avec le réchauffement climatique, le feu prend plus. Et là où le jeu de mégots hier prenait pas toujours, désormais il prend quasiment systématiquement, si je devais caricaturer. En plus, c'est ailleurs. Alors, le deuxième sujet, si je peux me permettre, ce n'est pas tout à fait le cas, Monsieur le Président. La difficulté de la Bretagne, du Maine-et-Loire ou du Jura ou des Vosges, ce qui s'est passé cet été, puisque 50% des feux étaient au nord de la Loire, c'était que les moyens des SDIS, mais je pense que c'est ce que vous avez en partie dit, Monsieur le député rapporteur tout à l'heure, n'étaient pas conditionnés aux feux de forêt. C'est-à-dire que dans le Jura, il n'y a pas de moyen d'éteindre le feu de forêt. Donc, évidemment, il n'y a pas plus de difficultés particulières sur tel ou tel département. Simplement, les SDIS ne sont pas équipés à gérer des feux de forêt, ce que faisaient les SDIS du contour méditerranéen. Et ces prises de constat, c'est un moyen de pacte capacitaire, et ce n'est pas propre au réchauffement climatique, puisqu'on constate malheureusement que dans les feux d'été, une fois n'est pas coutume, sur l'année 2022, on verra bien ce qui se passera dans les années qui viennent, mais c'est le vent qui est lié à la sécheresse. Et le plus grand ennemi du pompier, c'est pas tellement la sécheresse, même si évidemment c'est un accélérateur de feu, que le vent. Et notre sujet principal, c'est notre absence de météo et de supercalculateurs, contrairement à d'autres pays européens, qui sont capables de nous prédisposer les moyens aériens pour lutter contre le vent à pied, parce que là, les bateaux, les avions ne savent pas grand-chose dans ces conditions-là, alors que d'autres pays européens arrivent plus certainement à faire les alertes, ce qui est désormais possible cette année grâce à Météo France. Mais là, vous avez parfaitement raison, si je peux permettre, Monsieur le Président, c'est qu'on voit bien que la lutte contre les incendies ou contre les calamités climatiques venant du réchauffement climatique, c'est très interministériel. C'est à la fois du curatif, ce que nous faisons, et du préventif, ce que fait le ministère de l'Écologie. Mais je voulais vous dire que non, je ne minimise pas, c'est un accélérateur, mais n'oublions pas que quand même 9 feux sur 10, c'est l'homme qui l'a provoqué. Enfin, on discutera. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien compris, Monsieur le ministre. Remercier le rapporteur pour son rapport, dont je partage la très grande majorité des constats. Et merci aussi d'avoir mis en
en valeur le rôle important des sapeurs-pompiers, qui sont des acteurs évidemment indispensables de nos territoires. Peut-être, parce que c'est vrai que ce sujet a été débattu il y a quelques jours dans l'hémicycle, réaffirmer le soutien de l'État indéfectible aux SDIS à hauteur de 1,5 milliard, à peu près un quart de leur financement, alors que je vous rappelle, c'est quand même une compétence des départements, et dire que nous avons voté dans le cadre du PLF 2023 une hausse historique du pacte capacitaire de 150 millions d'euros, voilà, qui réaffirme notre soutien mérité aux sapeurs-pompiers. C'est vrai que les départements, c'est normal, assument la plus grande partie de la hausse des dépenses des SDIS depuis 2003. Il faut aussi noter que selon le rapport de l'inspection générale de l'administration d'octobre 2022 que vous citez, on observe une légère baisse de leur contribution nette depuis 2016, en tous les cas assez stable. Deux questions. Vous évoquez l'expertise particulière des SDIS du contour méditerranéen. Donc voilà, est-ce que, de votre point de vue, cette expertise peut servir à d'autres départements et comment organiser ce transfert de compétences? Deuxièmement, vous, en matière de financement, vous évoquiez une contribution supplémentaire des compagnies d'assurance. Est-ce que vous avez interrogé ces compagnies d'assurance pour savoir si elles ne les répercuteraient pas sur les primes d'assurance? Merci. Merci. Quelqu'un pour Renaissance? Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Ministre, vous avez souligné la croissance du risque de feux de forêt qui frappe désormais successivement les États membres de l'Union européenne. En France, le Président de la République a annoncé le 28 octobre dernier, le rapporteur général vient d'y faire référence, en recevant les représentants des forces vives mobilisées lors de la campagne de feu de 2022, à une stratégie nouvelle qui consiste essentiellement en un vaste plan de réarmement aérien porté à 250 millions, cet investissement, dont 150 millions supplémentaires à destination des services départementaux d'incendie et de secours. Les principales annonces portent en 3 volets. Premièrement, un plan de soutien au volontariat. On se souvient des initiatives prises par certaines grandes entreprises lors des feux de Gironde l'an dernier. Et vous avez, Monsieur le Ministre, témoigné de votre réelle ambition pour les sapeurs-pompiers volontaires lors de votre venue au congrès des sapeurs-pompiers à Nancy. Nous avions eu l'honneur de vous recevoir en octobre dernier. Le plan qui sera mis en place est destiné à allonger la durée pendant laquelle les entreprises pourront libérer les sapeurs-pompiers volontaires en les indemnisant mieux. Vous avez commencé à en parler à l'instant. Deuxièmement, le nombre de colonnes de renfort sera doublé. Le rapport que nous examinons rappelle que 44 colonnes ont été mobilisées en 2022, soit 20 de plus que les années antérieures. Troisièmement, la France procédera au renouvellement de sa flotte actuelle de 12 Canadair, à l'achat de 4 Canadair supplémentaires d'ici 2027, et ce qui portera leur nombre à 16 d'ici la fin du quinquennat, ainsi qu'à l'acquisition de 2 hélicoptères lourds supplémentaires dès 2023. Alors, comme le rapporteur général du groupe Renaissance salue évidemment cette impulsion décisive, vous venez de témoigner de votre engagement sur ce sujet de nouveau, Monsieur le Ministre. Pouvez-vous nous éclairer sur la Commission des finances, sur la mise en œuvre et notamment le rythme de mise en œuvre de ces importantes annonces présidentielles? Merci. Aymeric Salmon. Il faut éteindre votre micro. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vais revenir sur le sujet des incendies de forêt et la discussion intéressante que vous venez d'avoir avec Monsieur le Président. Une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec vous, Monsieur le Ministre, sur les 90% de causes humaines. Et là, je vais être en désaccord avec Monsieur le rapporteur. Je pense qu'on aura plus de facilité à l'avenir à éduquer, à sanctionner parfois les fautifs humains des feux de forêt que, bien évidemment, je ne nie pas le réchauffement climatique, je ne dis pas qu'il faut faire des efforts, mais je pense qu'on ira plus vite dans l'éducation, notamment, je pense, sur les négligences, parce que alors je ne connais pas le pourcentage entre les négligences et les pyromanes, mais je pense que sur les négligences, avec des menaces de sanctions et de la communication autour de ce sujet, je pense qu'on peut réussir à faire baisser, notamment, moi, je vois en Haute-Saône, il y a eu aussi un feu de forêt l'année dernière, alors qu'avant, il n'y en avait pas, parce qu'effectivement, probablement, l'exemple que vous donniez, Monsieur le Ministre, le mégot jeté, effectivement, avant, ça n'avait pas d'incidence. Aujourd'hui, partout en France, le mégot a une incidence, mais peut-être faut-il communiquer et menacer de sanctions les auteurs de ces actes de négligence pour pouvoir diminuer le nombre d'incendies de forêt. Voilà. Merci. Qui du MoDem? Parce qu'il y a toujours le choix, même tard, dans le MoDem. Je dis ça parce que c'est exemplaire.
Merci de le souligner, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, très rapidement, puisque l'heure avance, une question, 1h23, voilà, pour ceux qui nous regardent encore. Concernant notre flotte d'hélicoptères, on a vu qu'on est un peu en souffrance sur la flotte d'hélicos, sur la sécurité civile, avec la Cour des comptes qui pointe un risque sur le marché de maintenance en conditions opérationnelles. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, si c'est possible, sur l'avancée de ce dossier? Et puis, on a évoqué rapidement le financement des SDIS. Vous êtes revenu assez longuement sur la TSCA qui allait faire l'objet d'une question, je vous en remercie. Par contre, avec votre œil d'ancien ministre du Budget également, qu'est-ce que vous penseriez d'une potentielle remise à plat de la contribution du bloc communal qui avait été évoquée donc, par le rapporteur et qui me semble être une piste intéressante? Je vous remercie. Bien, Monsieur le Ministre, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Peut-être sur la question du financement, je ne suis pas sûr qu'il faille demander aux communes davantage de moyens, parce que d'abord, c'est souvent les communes les plus petites qui contribuent en proportion avec des moyens très limités. Je ne suis pas sûr que ce soit la réponse au premier lieu. Par contre, on pourrait imaginer que les intercommunalités qui ont davantage de recettes soient au rendez-vous. C'est le cas notamment dans les métropoles qui ont une partie des compétences SDIS, et pourquoi pas des régions. Les régions gèrent le tourisme, le développement économique. Les conséquences du tourisme et du développement économique, par exemple pour les Landes ou pour la Gironde, des feux d'été dernier, c'est évidemment désastreux. C'est aussi le cas d'aménagement du territoire pour la Gironde, et puis s'occupe pas pour les régions. Et c'est bien sûr parfois des plans de transition écologique très importants. Si on fait le lien évident entre le réchauffement climatique et les difficultés de sécurité civile, voilà, je salue le président de la région Nouvelle-Aquitaine qui dit « moi je suis prêt à contribuer à des transitions fortes qui relèvent de compétences régionales ». On peut tout à fait l'imaginer. On a souvent d'ailleurs, vous savez, des feux qui sont par exemple déclenchés le long des lignes TER. Pourquoi elles sont déclenchées dans des lignes TER? Parce que c'est exactement le manque de débroussaillage et la vétusté parfois avec la chaleur, tout ça combiné, fait que nous avons eu plusieurs feux l'été dernier du fait des passages de train de fret ou des passages de train TER. Donc il peut avoir des compétences aussi régionales. Moi je pense que plutôt d'aller taxer une nouvelle fois les communes plus modestes, on pourrait chercher dans l'intercommunalité, on pourrait chercher à la région, pourquoi pas sous la base de volontariat pour les régions, mais je suis sûr que beaucoup souhaiteraient avancer une contribution sur ce sujet. Sur la question finalement de la flotte aérienne, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, y compris par vous, monsieur le rapporteur. J'y ai pas répondu, j'en suis désolé. On a trois problèmes. On a un problème de vétusté de la part de nos appareils, on a un problème du nombre de nos appareils, et on a un problème de production de ces appareils. Sur la vétusté, ce que nous faisons, c'est nous renouvelons la flotte, et notamment la flotte d'hélicoptères, vous l'avez vous-même souligné. Je pense évidemment aux 36 hélicoptères que nous commandons à Airbus, nouvelle formule, si j'ose dire, et qui seront opérationnels dès 2024, puisque évidemment les risques sont très importants. Les capacités d'ailleurs de bombardement d'eau, de surveillance augmentent avec le temps. Donc oui, c'est un renouvellement de flotte, mais ça donne beaucoup de sécurité à ceux qui interviennent dans des conditions très difficiles, quand on sait que le vent est une des difficultés les plus importantes, et ça élargit, si j'ose dire, le largage possible. Sur la question des avions, donc il y a deux types d'avions comme vous le savez. Il y a des avions de reconnaissance qui peuvent d'ailleurs, pour une partie d'entre eux, avoir du retardant, ce qui est une forme d'action. En Australie, on a vu, aux États-Unis, des gros avions qui font reconnaissance et largage de retardant. On s'est d'ailleurs posé la question de savoir s'il fallait que nous fassions pareil. Et puis il y a le largage classique type Canadair. Sur la reconnaissance, on est en train de travailler avec plusieurs sociétés de transport aérien, de production d'avions, assez connues, mais je ne vais pas les citer parce qu'on est en discussion avec elles pour savoir si on ne peut pas utiliser des avions qui aujourd'hui ne font pas de la sécurité civile pour en faire. Et notamment, notre sujet n'est pas tant le largage d'eau que reconnaître très vite le feu. Vous avez moins besoin d'eau quand vous avez reconnu très vite le feu. Vous avez beaucoup plus besoin d'eau quand vous n'avez pas reconnu très vite le feu. Et donc, il y a la question des drones aussi. On peut remplacer une partie de notre flotte aérienne par des drones militaires. Nous, les liens que nous avons avec Héphaïstos, deuxième formule, parce que ces drones, notamment les drones nocturnes, parce que ces avions et ces hélicoptères ne peuvent pas voler la nuit, nous permettent de repérer l'intensité du feu et comment on peut intervenir et à quel endroit on doit intervenir exactement. Donc il y a la reconnaissance, et qui ne compte pas simplement en nombre d'appareils, mais qui compte en appareils plus rapides, plus efficaces, plus modernes, plus technologiques, et pourquoi pas les drones. Et puis après, il y a le largage. La difficulté que nous avons de largage, encore une fois, c'est qu'il faut produire l'usine qui produit les Canadair. Donc c'est notre difficulté. Et c'est la difficulté de tous les pays européens. Donc oui, vous avez raison. On a donc un nombre de Canadair limité pendant un certain temps, mais il est prévu, on a l'argent pour, vous l'avez voté dans la LOPMI, pour pouvoir mettre en avant ces constructions de nouveaux avions. Il y a une usine
qui est capable de faire ça au niveau européen, qui a été lancé. Si alors d'autres pays sont capables de produire des Canadair, enfin des types de Canadair avant, nous les achèterons évidemment bien volontiers. Alors oui, vous avez raison. Par ailleurs, pendant ce temps-là, on loue. Et on loue notamment des hélicoptères. Bon. Mais en même temps, moi, ça ne me choque pas beaucoup parce que vous dites c'est un coût important. Mais c'est un coût, on ne paye pas la maintenance en échange de ce coût. Donc le coût complet de l'été dernier, on ne l'a pas fait, mais je pense qu'il n'est pas très différent de si on avait acheté un hélicoptère et qu'on avait fait la maintenance. Parce que la difficulté de la maintenance, ce n'est pas une difficulté simplement de techniciens. Vous avez dit que les postes étaient budgétisés et qu'ils n'étaient pas toujours pourvus. C'est que dans un monde concurrentiel de sécurité privée, quelqu'un qui est payé au prix de la fonction publique, c'est quelqu'un qui maintient un hélicoptère, par exemple, en maintenance la nuit. Il est très très bien payé dans le privé. Il est moins bien payé du fait des salaires de la fonction publique. Hein. Je ne le nie pas que nous avons comme problème sur la sécurité civile. Donc il y a sans doute à travailler à la fois sur l'attractivité, la rémunération, mais aussi parfois, pourquoi pas, sur le deal en tant que location. La location, c'est ce qu'on fait par exemple l'hiver pour protéger les montagnes. Il y a des hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile, et on loue parfois aussi d'autres hélicoptères de reconnaissance avec des sociétés d'ailleurs qui payent le produit de leur héroïsme, puisque je rappellerai qu'il y a 2 ans, à la mort des CRS, évidemment en montagne, c'est un hélicoptère de location avec un personnel de location qui est décédé. Sur la question plus vaste qu'évoquée sur la discussion, moi, il n'y a pas de contradiction entre dire que le réchauffement climatique est responsable d'une partie du feu et le fait que le comportement humain est responsable aussi de ce feu. Les deux se conjuguent. Et je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut faire à la fois le entretien de forêt, à la fois des moyens très importants de transition de notre modèle de sécurité civile pour répondre aux calamités supplémentaires que nous aurons, et à la fois davantage de prévention. Je donne un exemple tout bête, mais la suppression des cendriers dans les véhicules de conduite, selon tous les pompiers que vous rencontrez, vous explique que ça pose des problèmes énormes désormais de sécurité civile. La présence de barbecue dans des forêts ou dans des effets de broussaillement, ça paraît un peu bête comme ça, mais est responsable d'une grande partie des feux que nous connaissons. Moi non plus, je ne suis pas capable de vous distinguer ce qui relève de l'activité criminelle de l'activité bénévole, si j'ose dire, involontaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais quand il y a plusieurs feux de forêt, plusieurs départs de feux de forêt, quand il y en a une trentaine dans le même massif au même moment, bon, même si on ne retrouve pas à la fin qui est responsable de quoi, on se doute que ce n'est pas quelque chose qui est totalement involontaire. Je terminerai peut-être par dire, Monsieur le Président, que notre modèle de sécurité civile, il a quand même montré sa résilience. Moi, je veux bien qu'on fasse l'attaque de notre modèle, mais enfin, il n'y a pas eu un mort. Il n'y a pas eu un mort pendant des méga-feux, alors que regardez tous les pays européens qui nous entourent, ce n'est pas le cas. Il y a eu une catastrophe écologique, il y a eu des forêts qui ont été brûlées, il y a eu moins de 15 destructions de maisons, alors que nous avons eu, chacun l'a vu, un été absolument meurtrier. Et il n'y a pas eu une exploitation économique ou agricole qui n'a pas été totalement dédommagée. Et nous avons su, grâce aux agriculteurs, notamment aux collectivités locales, répondre à ça. Donc oui, il y a des difficultés fortes, oui, il faut faire une transition, mais si on se compare, on peut être très fier de notre modèle de sécurité civile et de l'héroïsme de nos pompiers et du personnel navigant. Pas un mort. Dans les conditions dans lesquelles, je vois notamment la Gironde et les Landes, les vacanciers ont été entourés, montrent quand même qu'on peut aussi se dire que nous avons réussi certaines choses l'été dernier. Ouais, mais à mon tour, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas contesté le fait que le modèle avait les qualités, notamment les personnels qui travaillent dessus. Je dis simplement que le modèle, de manière extensible, à partir du moment où il y aura de plus en plus de feux partout, il y a bien à un moment donné un problème de moyens qui va se poser. C'est pour ça qu'on augmente le budget. Parole à Florian Chauche. Pour conclure. Alors, je vais répondre à monsieur le rapporteur général sur la prévention qui est faite sur le pourtour méditerranéen. Effectivement, il y a un établissement public qui s'appelle l'Entente Valabre qui réunit différentes collectivités et départements du sud de la France et qui fait un travail formidable sur la formation des sapeurs-pompiers à combattre les feux de forêt et aussi un travail de prévention avec des campagnes de publicité. Et c'est effectivement un modèle qu'on pourrait développer dans d'autres zones de défense du pays. Et sur les compagnies d'assurance, il serait intéressant de faire une étude sur la valeur du sauvé, parce que les pompiers sauvent des vies, sauvent des bâtiments, des véhicules. Tout ça, ça a un coût. Et effectivement, ça fait des économies aux compagnies d'assurance. Et il serait intéressant d'avoir une étude là-dessus afin de voir les économies qui sont réalisées par grâce à nos SDIS et de les faire contribuer un peu plus.
J'ai par ailleurs une pensée pour nos sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, et nos associations de sécurité civile qui vont être fortement sollicités à court terme lors de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Je remercie le ministre pour les réponses qui ont été apportées, même si je suis un peu sur l'avis de Monsieur le Président, le risque climatique fait que les feux vont se développer un peu partout en France au même moment, et donc cette histoire de colonne de renfort sera peut-être un peu plus compliquée à mettre en place les années à venir. Et je termine en formulant le vœu, pieux ou non, l'avenir nous le dira, que nous puissions tous approfondir cette discussion relative au financement de nos SDIF lors du prochain PLF. Je vous remercie. Merci. S'il n'y a pas d'opposition, l'application du rapport d'information est autorisée. Pas d'opposition. On a terminé avec l'examen de ces missions relevant du ministère de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je vous remercie. On se retrouve demain à 9h pour l'audition conjointe avec la Commission des affaires sociales en application du 1 de l'article 1er de la loi 2021-1577 du 6 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du Parlement sur les finances publiques de monsieur Philippe Martin, que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale envisage de nommer pour siéger au Haut Conseil des finances publiques. Chers collègues, bonne nuit.